le plus marqué dans son agir, dans ses actions? Jusqu'en ma nomination, le, le 7 avril 2017, je n'avais jamais de ma vie rencontré Joseph Kabila. Jamais. Jamais. Même pas au cours d'une visite de nuit? Non. Je le voyais comme tout le monde sur le petit écran. Et 3 jours après ma nomination, soit le 10 avril, Ouais. il me reçoit dans son bureau de travail de sa résidence de GLM. J'entre dans son bureau, il me serre la main et me toise froidement dans les yeux avant de me dire... Il vous toise? Il me toise froidement dans les yeux et longuement. Et il me dit, Monsieur le Premier ministre, asseyez-vous. Ma surprise, c'est que ce qui sort de sa bouche, les conseils qu'il donne, oui, la culture générale qu'il dégage, les envolées lyriques, un Français qui n'a rien à envier, à Chateaubriand, ça me laisse perplexe. Vous vous retrouvez en face d'un Kabila cultivé? Oui, je suis épaté. Vous qui aimez lire? Oui, je suis épaté. Je me dis, mais tout ce qui a été dit, répandu, colporté à son sujet, mais ça n'a rien à voir. La première impression qu'il vous donne est plutôt positive? C'est une plus que positive. Un homme posé, cultivé, et qui dit des choses essentielles. Et je suis sorti avec un étonnement pour dire que il ne faut jamais croire à ce qui se raconte, il faut plutôt vérifier. Et je viens de vérifier qu'il n'avait rien à voir avec tout ce qui a été dit à son sujet. Quand il préside des réunions de conseil des ministres ou d'autres réunions interinstitutionnelles, quelle était son attitude vis-à-vis de votre personne? Généralement, c'est un homme qui a beaucoup de respect et de considération pour ses collaborateurs. Avant la tenue du Conseil des ministres, nous avons 30-40 minutes de concertation pour que nous ayons un entendement commun des problèmes. Un tête-à-tête avec lui? Oui, un tête-à-tête avec lui. Et avant d'aborder le point en Conseil des ministres, il parle en un homme posé, un homme attachant. A-t-il pris des décisions importantes sans vous consulter? Non. Non, lorsqu'il y avait une question sur laquelle nous n'avions pas un même entendement, j'allais à son bureau, je le voyais, il me recevait, nous débattions. Ah, ça m'amène justement à poser des questions sur les divergences que vous aviez. C'était de quelle nature? Oui, nous débattions de la question, si bien qu'en Conseil des ministres, il n'y avait aucun accroc. Il y avait donc une convergence totale. Donc, nous n'avons jamais eu de divergences substantielles entre nous parce que tout était aplani avant la tenue du Conseil des ministres ou avant qu'une ordonnance soit promulguée concernant tel ou tel. Mais à côté, il y avait son entourage, la guerre au palais qui ne manque pas toujours. Vous retrouvez parfois victime des combines, à glisser sur des pots de bananes, ou certains qui enviaient votre poste? Jean-Pierre, ce sont des choses qui ne manquent pas dans les sphères de pouvoir. Mais en ce qui me concerne, le président Kabila avait demandé à ses collaborateurs de me prêter main forte, de travailler sincèrement avec moi. Et tout s'était très bien passé. Voilà pourquoi nous avons atteint, comme je disais tout à l'heure, tous les objectifs que s'était assigné mon gouvernement. Si on vous demandait de vous auto-évaluer, vous direz que vous étiez un Premier ministre parfait qui a excellé dans les assignations lui données par l'Assemblée nationale. Oui, c'est le cas de le dire. Parce que je ne vois pas une seule tâche
qui n'a pas été accompli. Nous avons accompli toutes les missions nous assignées et au sortir de ce gouvernement, contrairement à ce qui se passe d'habitude, nous avons organisé de faire des réjouissances pour dire mes propres missions accomplies, nous pouvons retourner conscience tranquille à la maison. Bien, ça c'est impressionnant. Mais vous entrez en tant qu'opposant, vous ressortez membre du FCC. Comment expliquer cette transition? Vous faites bien de poser cette question, Monsieur Jean-Pierre. Il faut dire que la création du FCC est une initiative commune du président Kabila et du gouvernement. Okay. Nous avions estimé qu'après avoir abattu un travail des titans qui a donné des résultats élogieux, il était plus que normal, compréhensible, que nous puissions aller à une plateforme électorale commune pour défendre ces bilans élogieux. À force de vivre ensemble, vous avez fini par développer de la sympathie ou une certaine complicité. Oui. Vous savez, moi je suis un révolutionnaire marxiste-léniniste depuis ma jeunesse. Monsieur Kabila, le président Kabila, né à Ewabora, d'un père maquisard, et en apprenant un peu quelques lignes de ma trajectoire et ce qu'il est, nous avons fini par faire une sorte d'entente des révolutionnaires, indépendamment du fait que dans l'opposition, je l'ai combattu et lui était membre du PPRD, enfin président du PPRD. Donc, je dirais que nous étions coulés au mont moule révolutionnaire et ça s'est très bien passé entre nous. On vous appelait Saint-Bouchi. Monsieur Bruno Tshibala, qu'on peut dire que vous aviez des mains sans tâche. La question à savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous aviez caressé l'idée d'être le dauphin de l'ancien président? Venant de l'opposition, 2 ans à la primature, vous était-il arrivé en tête de vous dire que vous pouviez être candidat président de la République? Jean-Pierre, j'ai des convictions sérieusement élaborées. Je n'ai pas d'ambition démesurée. Je pense qu'un homme qui a ambition de devenir président un jour, et comme disait Pierre Moscovici, ministre français, doit pouvoir se préparer. Et il faut se préparer si vous ambitionnez un jour de briguer la magistrature suprême. En ce qui me concerne, sans fausse modestie, je suis un homme cultivé. Je me dis, dans le parcours, si un jour il peut se poser la question ici, mes compagnons de lutte me demandent de briguer tel ou tel poste, je vais examiner. Et donc je ne pourrais pas dire aujourd'hui que je pourrais devenir tel ou tel. Vous savez que pour être candidat d'un parti à une élection, notamment l'élection présidentielle, il faut que le congrès de ce parti vous désigne. Et donc, comment se porte d'ailleurs votre parti, l'UDPS? Moi, je m'en tiens à cela. L'UDPS se porte comme du charme, se porte très bien. Les activités étaient enveilleuses en raison de la conjoncture, la situation politique au pays. Après l'alternance qui était intervenue, nous avons estimé qu'il fallait stopper. Vous allez relancer? Oui, en contre-relancer et très bientôt. Bien. Quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, la nature s'arrange pour que ce soit 2 fils UDPS
l'un à la présidence, l'autre à la primature. Vous avez expédié les affaires courantes pendant près de 7 à 8 mois. Quels étaient vos rapports? D'abord, en tant que Premier ministre, est-ce que vous aviez, à l'époque, avant les élections présidentielles, étiez-vous en contact avec le président Tshisekedi Félix? Et quand il devient président, comment ça se passe en ce moment, la première fois que vous vous rencontrez? Ça a été une rencontre teintée de beaucoup d'émotions. Que deux fils de la maison UDPS se retrouvent, l'un Premier ministre, l'autre président de la République. Vous savez, le président, c'est quelqu'un que j'ai connu précisément le 11 août 1983. Retenez bien les dates. Lorsque les congressmen américains étaient venus au Zaïre à l'époque rendre visite à la direction de l'UDPS. La rencontre a lieu à l'Inter. Malheureusement, la DSP, comme il fallait s'attendre, est intervenue avec beaucoup de brutalité, de répression. Il y a eu des arrestations, il y a eu des blessés. Quand nous nous sommes réfugiés sur le président Tshisekedi, sur les boulevards, j'ai rencontré ce jour-là le jeune Félix. Et je ne l'avais pas connu jusque-là parce qu'il était à l'internat. Et alors, depuis lors, nous sommes ensemble. Il a évolué à Bruxelles, moi ici au pays. Et le dessin a fait que... Quel rapport aviez-vous? Nous avons de très bons rapports. D'ailleurs, quand j'étais le dernier homme politique de l'UDPS à être arrêté. De septembre à décembre, moi j'étais à Makala, j'étais en prison. J'étais très ému quand il m'a rendu visite en prison. Il y a une photo qui avait circulé. Et donc, quand nous devenons respectivement président et Premier ministre, on a eu des très bons rapports. On dit qu'on vous bypassait ou qu'on ne vous faisait pas confiance au point qu'il y a eu des programmes présidentiels qui ont été lancés, notamment à 100 jours, sans votre implication. Oui, il faut dire que dans un régime semi-présidentiel, le président préside. Mais c'est le gouvernement qui arrête et détermine la politique de la nation. Ouais. Si le président a besoin de choses, il s'adresse au gouvernement et les gouvernements répercutent au niveau des ministères, etc. Bon, là, il y a ce qu'on appelle la crise de l'enfantement. Ça fait que très souvent, ce n'était pas bien respecté. Mais en gros, les choses se sont très bien passées. Il y avait une série de rencontres, d'audiences entre moi et le président à l'OUA, et les choses s'y passaient bien. Si bien que dans une interview, Vital Kamere, son directeur de bureau de l'époque, avait déclaré que sous Bruno Tibala, la cohabitation était excellente. Après, les choses se sont détériorées après, jusqu'à occasionner la rupture au sein de la coalition FCC-Cash. Oui. Jean-Pierre, en politique, j'en sais beaucoup des choses. Des divergences, des incompréhensions, des déchirements entre compagnons, entre alliés, et tout ça finit, et toujours parfois par apparaître. Vous savez, la politique, comme disait un philosophe, c'est comme le dieu grec Janus. L'idéal uni rassemble et les intérêts, etc., divisent. Il y a eu ce qui ne devait pas arriver qui est arrivé. De votre point de vue, cette alliance était-elle salutaire pour la République? Kabilistes et Tshisekidistes, ensemble. L'alliance était nécessaire. Vous savez,
4 jours après que le président Félix ait prêté serment, Ouais. le président Kabila me reçoit dans son bureau des GLM. Je vais vous surprendre tout ce qu'il va me dire. Monsieur le Premier ministre, aidez le président Tshisekedi. C'est ce que Joseph Kabila vous a dit. Oui, il me dit, il faut aider le président Tshisekedi. Nous tous, au niveau du FCC et les membres du gouvernement, il faut aider le président Tshisekedi. Il faut les soutenir. Sa réussite, ça ne sera pas la réussite de son parti, l'UDP Tshisekedi, ça sera la réussite de l'ensemble. On dit pourtant que vous, FCC, vous mettiez des bâtons dans les roues. Non, non. Dans les 4 premiers mois de la cohabitation, aucune peau de banane, pas de roues, pas de cal, comme on dit. Tout s'est très bien passé entre le président Tshisekedi et nous, d'autant plus que nous étions dans une coalition. Donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait de peau de banane et autre chose. Nous tous, on tenait à ce que ce nouveau pouvoir connaisse une réussite. Il y a des détracteurs pour revenir à votre action en tant que Premier ministre qui disent que vous vous êtes accordé, vous ainsi que vos collaborateurs ministres, une retraite dorée en signant, en vous accordant des avantages, certains allant jusqu'à vie. Monsieur Bruno Tshibala, comment répondez-vous à ces accusations en faisant référence au décret que vous aviez signé? Vous savez, Jean-Pierre Kayembe, qu'il y a dans la vie deux catégories de citoyens. Il y a des gestionnaires de la parole qui colportent à coups de vent des contre-vérités. Et il y a des hommes formés et des gens qui ont exercé des fonctions qui leur permettent de connaître les fonctionnements des institutions de l'État. Oui. Dans un gouvernement, le cadre approprié pour prendre des décisions, c'est le Conseil des ministres. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas un ministre, c'est le Conseil des ministres. Même quand il y a une décision qui serait influencée par le président, on ne dit pas que le président a décidé. On dit que c'est le Conseil des ministres. Et l'autorité habilitée à formaliser des décisions prises par décret, c'est le Premier ministre. Il s'est posé le problème des indemnités à allouer aux anciens membres du gouvernement, parce qu'ils estimaient que les députés reçoivent un pécule après le mandat et pourquoi pas eux ne pouvaient pas aussi bénéficier de l'État qu'ils ont servi une indemnité. Après débat, nous avons levé l'option de leur accorder une indemnité insignifiante du reste, qui devait représenter, si ma mémoire est bonne, environ 20 ou 25% de l'indemnité touchée par le ministre en fonction. Malheureusement, la législature 2018-2023 a rejeté. C'est là, pour le regretter après, parce que combien je recevais à mon bureau à Solferino pour me dire on n'avait pas compris la portée de ce décret, il fallait le laisser être exécuté. Et donc, c'est dans ces conditions que j'ai eu à prendre ce décret. Et donc, les avantages qui avaient été prévus par ces décrets ont été annulés, ne sont pas... Jamais été appliqués. Jamais appliqués. Vous estimez donc que la République vous doit? Oui, Jean-Pierre. Je me suis dédié à cette République. Pendant 30 ans, 3 décennies et quelques, j'ai lutté, j'ai traversé ce fleuve par pirogue à pagaie à 2h, 3h du matin.
J'ai failli être noyé sur le fleuve au niveau des chutes de Ouagenia en allant à la prison de Ossio, 30 km de Kisangani, à pied. J'ai failli être dévoré par un léopard. J'ai organisé les élections qui ont conduit, comme on l'a dit tout à l'heure, à la première alternative historique du pays. Mais mes droits, c'est-à-dire mon salaire, c'est depuis 6 ans que cela n'est pas payé. Pour tous les 3 premiers ministres, ils ont succédé depuis 2019. C'est le dernier de leurs soucis. Avez-vous cherché à entrer en contact avec eux? Je vais vous étonner en vous révélant que même les courriers leur adressés et même les téléphones, ils ne le prennent pas. Et ce, malgré les instructions données par la hiérarchie. Et donc, allez-y comprendre quelque chose. Et pourtant, s'il n'y avait pas l'organisation de ces élections, ils ne seraient pas là où ils sont arrivés. Donc, je vous dis que non seulement les avantages n'ont jamais été touchés, prévus par le décret de 2012 signé par M. Matata, en ce qui concerne les anciens premiers ministres, mais les salaires de celui qui a organisé les élections de 2018 ne sont toujours pas. Avez-vous cherché à rencontrer le président toujours pas sur cette question? Oui. J'avais un enfant qui était sur le point de mourir. J'ai contacté quelqu'un pour lui dire que je vais perdre l'enfant. Le président a dû demander à ce que l'on paye. C'était du temps de Nicolas Kazadi. En gros, ça n'a pas été payé. Ça n'a pas été payé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la démarche d'être payé. Merci bien. Maintenant, on ne peut pas vous recevoir sans vous poser la question sur le regard que vous portez sur la gouvernance actuelle.